Bienvenue sur OTV, la chaîne d'information de la région Réunion. Nous sommes aujourd'hui sur le magnifique et historique site du musée Stella à Saint-Leu pour évoquer le pilier 2 des axes prioritaires de la région Réunion. La deuxième génération des grands chantiers, nous aborderons des thèmes qui vont sûrement vous interpeller. L'amélioration du quotidien des Réunionnais, le transport durable à la Réunion et les chantiers routiers. Nous ferons un point d'étape sur plusieurs dossiers déjà engagés et nous évoquerons bien évidemment les projets à venir. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. L'amélioration du quotidien des Réunionnais fait partie du deuxième pilier des 7 axes prioritaires de la région Réunion. Logement, structure de proximité, emploi. Nous aurons l'occasion d'en parler avec vous, monsieur Didier Robert, président de la région Réunion. Bonjour. Bonjour. Nous évoquerons l'urbanisme avec vous, madame Delphine Dedéa. Vous êtes la directrice générale de l'Agora, l'agence d'urbanisme de la Réunion. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons également la vision de la nouvelle génération avec mademoiselle Hiram Mafazal Akbar, étudiante en construction durable à l'IUT de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Jonathan Rabari, en école d'architecture. Oui, bonjour. Je me tourne vers vous, monsieur Didier Robert, en tant que président de région. Vous portez une attention particulière concernant l'amélioration du quotidien des Réunionnais et l'emploi est bien évidemment une priorité au sein d'une actualité sensible. Comment souhaitez-vous dynamiser ce secteur ? L'une des premières compétences de la région Réunion, c'est effectivement ce que vous avez souligné, politique de grands chantiers, amélioration du quotidien des Réunionnais, et puis bien sûr avec comme perspective l'emploi. Et nous avons posé depuis 2010 donc, un certain nombre de grands chantiers réunionnais, la nouvelle route du littoral bien sûr, tout ce qui a trait au transport en commun, l'amélioration du transport en commun, comment faire en sorte qu'à travers les investissements que la région Réunion va porter, que les Réunionnais finalement s'intéressent davantage au transport en commun et utilisent de moins en moins donc, leurs véhicules. Nous sommes aussi sur des logiques donc, qui sont celles d'amélioration des 2 aéroports, celui de Pierrefonds, celui de Roland-Garros. Et aujourd'hui, en 2015, nous entamons, donc 2016 maintenant, nous entamons donc, cette deuxième génération des grands chantiers réunionnais, donc avec les 3 grandes zones d'activité, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, 3 grandes zones d'activité et une politique très forte de réhabilitation du logement. Tout cela doit permettre effectivement d'aboutir à une plus forte modernisation finalement du territoire, faire en sorte que la Réunion soit véritablement un espace européen, français et réunionnais dans l'océan Indien, et en même temps donc pouvoir accompagner tous les secteurs du BTP, parce que dans un territoire donné, lorsque le secteur du BTP avance, c'est l'ensemble de l'économie qui est tiré par l'avant. Dans le cadre du plan d'aide, puisque là aussi vous intervenez en tant que président de région, le plan d'aide régional aux communes, la région intervient auprès des 24 communes de l'île dans différents projets et nous entrons là aussi dans la deuxième génération de ces grands chantiers. Tout à fait, un dispositif absolument essentiel et puis qui a très très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. La logique que nous défendons là, c'est effectivement celle d'une bonne cohérence d'action entre les différents acteurs publics, régions, départements, collectivités locales et notamment les communes. Et nous avons pendant 5 ans, sur un budget de plus de 300 millions d'euros, accompagner donc l'ensemble des communes, donc les 24 communes de l'île, pour leur permettre de faire aboutir un certain nombre de projets. Réalisation des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels, avec un taux de financement qui est assez exceptionnel, puisque la région Réunion intervient sur fonds propres à près de 80%, donc en moyenne sur l'ensemble de ces opérations. Plus de 500 projets qui ont abouti, près de 1000 entreprises qui ont pu travailler sur cette période, et nous avons là aussi donc pour ambition sur la période qui s'ouvre de pouvoir donc engager cette deuxième génération aussi donc d'accompagnement des communes sur les mêmes thématiques et puis d'autres qui sont effectivement ouvertes par les communes. Mais l'idée c'est là aussi de faire en sorte que non seulement il puisse y avoir une politique de grands chantiers réunionnais, mais aussi qu'il puisse y avoir des chantiers de proximité pour que dans chaque coin de l'île, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, que tout le monde puisse bénéficier d'équipements de qualité. Moi, je suis très heureux, par exemple, lorsqu'il y a eu l'ouverture de cases d'animation donc dans certaines communes ou des piscines qui sont aujourd'hui en cours de réalisation à Salazie, une piscine à Salazie. Donc cela permet effectivement d'être dans une démarche de proximité par rapport à la population. Serons-nous sur ce même budget pour les années à venir? Serons-nous sur ces mêmes projets, comme vous parliez, de proximité, puisque un peu plus tard, justement, dans ce premier plateau, nous parlerons de l'éco-cité de Cambé, qui est un projet qui vous tient à cœur précisément. Ce matin, vous étiez en visite sur la zone d'activité de Pierrefonds. La région s'engage et montre une réelle présence sur ces projets structurants. Le budget qui sera consacré donc, à l'accompagnement des communes est effectivement le même, 300 millions d'euros à nouveau, donc, que nous allons mobiliser pendant les 5 ans qui viennent, jusqu'en 2021. Il faut dire que sur la période précédente, donc nous avons consommé la totalité donc, du budget, ce qui est une opération réussie de ce point de vue. Et nous aurons, vous l'avez souligné, donc d'autres opérations. Je veux effectivement que nous puissions réussir l'aménagement de la zone d'activité autour de Pierrefonds, faire de Pierrefonds le point d'excellence finalement de ce que peut être une zone d'activité
notamment sur une orientation industrie agroalimentaire, avec une vocation qui est celle de pouvoir exporter à terme donc les produits réunionnais. Et donc c'est pour ça que cette zone d'activité aujourd'hui doit pouvoir trouver là aussi une bonne cohérence d'action avec l'aérogare de Roland-Garros. À Saint-Paul, nous avons à faire émerger avec le président du TCO, avec les acteurs de la côte ouest, donc à faire émerger donc l'écocité de Cambé. C'est quoi? C'est tout simplement une ville nouvelle, 20 à 25 000 logements, mais une ville nouvelle qui devra être là aussi la vitrine du savoir-faire et de l'excellence réunionnaise. Donc dans le domaine du numérique, dans le domaine des énergies nouvelles, dans le domaine tout simplement aussi de l'habitat. Comment rendre l'habitat réunionnais le plus compatible possible avec ce que sont les Réunionnais eux-mêmes. Donc est-ce que nous voulons, pour la réunion de demain, aller par de grandes tours et vers de la verticalité, ou au contraire être sur une démarche qui correspond davantage au mode de vie? Monsieur le Président, vous parliez bien, puisque nous avons un étudiant en architecture, Monsieur Jonathan Rabary, en école d'architecture en 2e année, oui, si mes souvenirs sont bons. Et dans le cadre de vos études, vous travaillez bien évidemment sur la conception de ces habitats. Est-ce qu'il y a une spécificité locale? Oui, actuellement, à La Réunion, comme on est en milieu tropical, on a tendance à vouloir travailler sur des spécificités sur justement la construction en milieu tropical. Donc on se base sur des systèmes de ventilation naturelle, de protection solaire et tout. Voilà. Tout ce qui permet d'être à l'aise au niveau de l'habitat. En adéquation avec l'environnement, voilà, également. Exactement, c'est ça. Oui, oui, très bien. Évidemment. Vous travaillez également et vous avez dans vos projets d'études ces bâtiments qu'on appelle HQE, haute qualité environnementale, notamment les lycées. Et ce qui est particulier, c'est que vous essayez d'utiliser des matériaux qui sont d'origine locale. Oui, on essaye de maximiser tout ce qui est production locale en bois, en acier, ce qui permet de réduire les coûts d'énergie grise et tout. Donc au niveau des transports, voilà. Et puis ça valorise aussi les emplois à La Réunion, enfin tout ce qui est main-d'œuvre et tout ce qui est fabrication manuelle et choses comme ça. Et notamment par exemple le bambou aussi qu'on essaye de développer. Mais bon, comme il n'y a pas encore de normes françaises pour le bambou, on est encore pour l'instant sur les choses expérimentales et tout, donc on s'inspire de choses qui viennent de Thaïlande, des choses comme ça. Et on essaye d'emporter ça à La Réunion à notre manière au niveau tropical. HQE rime également avec ressources énergétiques, économie, l'énergie. Oui, aussi. Par rapport à l'énergie du coup l'électricité, on se sert des panneaux solaires, panneaux voltaïques, et comme ça on réduit aussi tout ce qui est utilisation de lumière, de chauffage également. Et puis c'est surtout, comment faire ça? Oui, enfin, bref, c'est ça, c'est tout ce qui est réduction d'utilisation de climatisation dans les bas et chauffage dans les hauts. Donc voilà, on joue sur les orientations. On préserve l'environnement, on fait des économies par la même occasion. Oui, oui. Ce qui n'est pas plus mal. Avec nous également, mademoiselle Hiram Afazal Akbar, vous êtes étudiante en génie civil à l'IUT de Saint-Pierre. C'est bien ça. Construction durable. C'est ça. Et vous avez travaillé sur des projets d'études d'écoquartier. Exactement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre d'un enseignement, on a eu l'occasion de choisir un projet innovant, donc, qui serait situé sur La Réunion toujours. Et pour cela, avec un groupe d'élèves, on a choisi de réaliser la conception d'un éco-village, toujours dans le cadre avec la question de l'environnement, avec une thématique de construction durable. Donc on a décidé d'optimiser la consommation en énergie. Donc on avait opté pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour une alimentation en électricité et également des chauffe-eau solaires pour l'eau chaude, donc pour une alimentation individuelle pour chaque logement. Et également, dans cet éco-village, on voulait regrouper tous les éléments emblématiques de La Réunion en un point, donc en un seul lieu. Donc le complexe allait réunir donc plusieurs activités ou plusieurs éléments ou modes constructifs, on va dire, de La Réunion emblématiques, tout ça dans un même complexe. Comment est-ce qu'on vit dans un écoquartier ? Est-ce qu'on est dans une grande ville, enfin c'est une ville version miniature, ça veut dire qu'on a des établissements de proximité, le but étant d'optimiser l'espace.
C'est bien ça. Donc, avant de faire la conception de cet éco-village, on avait travaillé sur des constructions qui sont situées sur la Réunion, notamment l'écoquartier de Beau Séjour et celui de Ravine Blanche. C'est de là que nous est venue cette idée d'éco-village. Et donc, dans un écoquartier, on a vu que le point principal, la particularité était la proximité, et c'est ce qu'on voulait retrouver dans notre éco-village. Donc ce serait vraiment regrouper logement, mais également tout ce qui dit des établissements comme des écoles ou des grandes surfaces, donc toujours à proximité. Monsieur le Président, tout à l'heure nous évoquions l'éco-cité de Cambé. L'éco-quartier, éco-cité, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Oui, et puis je suis particulièrement heureux de voir à quel point il y a cette implication donc des jeunes Réunionnais. Là, il s'agit de l'IUT de Saint-Pierre, mais également donc, de ceux qui sont en école d'architecture ou ceux qui sont aujourd'hui en école d'ingénieur. Donc cette très forte implication va dans le bon sens et nous permet effectivement d'être parfaitement rassurés sur ce que pourront être les réalisations de demain. Donc notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une parfaite adéquation entre formation professionnelle, formation universitaire et monde de l'entreprise. Et donc nous y travaillons également à la région Réunion, et donc nous avons là effectivement une belle perspective entre écoquartier aujourd'hui qui nous amènera vraisemblablement à ce que l'éco-cité de Cambé demain soit encore une fois une vitrine de ce que les Réunionnais dans leur ensemble savent faire. L'aménagement passe par l'Agora et c'est bien pour cela que nous avons invité aujourd'hui Madame Delphine Dedéa. Vous êtes directrice générale de l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat. Pouvez-vous en quelques mots nous parler des missions de l'Agora ? Alors l'Agora, c'est une agence d'urbanisme à La Réunion qui couvre également l'océan Indien. On a pour mission en fait d'étudier le territoire, d'accompagner les politiques publiques à mieux comprendre le territoire et son évolution. Donc on a de nombreux observatoires en fait sur des questions des déchets, de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville tropicale durable justement. Et nous observons en fait l'évolution du territoire, produisons des études et surtout nous animons beaucoup, nous faisons beaucoup d'ateliers, de rencontres entre non seulement les politiques mais aussi les techniciens et les associations et la société civile. Donc ils viennent à l'Agora pour échanger et débattre en fait sur le devenir de l'aménagement à La Réunion. Oui, puisque vous travaillez autant avec des collectivités que des sociétés privées au final. Alors on est plutôt centré sur les politiques publiques. Néanmoins, tous les outils que nous mettons à disposition gratuitement sur notre site internet en fait peuvent servir aux investisseurs privés. Quel est l'état des lieux du logement à La Réunion ? Alors pour parler de l'état des lieux du logement à La Réunion, il faut d'abord revenir sur la question de l'aménagement et de la compréhension en fait. Justement, quand on parle d'améliorer le quotidien en fait des Réunionnais, on est vraiment en fait dans un constat qui est alors une île donc qui est contrainte, y compris géographiquement par son relief, ce qui veut dire que la partie aménageable entre guillemets urbanisable de La Réunion, c'est la bande littorale avant tout. Donc on a ce qu'on appelle nous une tâche urbaine, ça veut juste dire une zone d'urbanisation concentrée qui est sur cette bande littorale et qui représente que 12% en fait de la superficie de l'île. Donc ça a un impact en fait en termes d'aménagement parce que ça veut dire que la construction, le foncier est quand même rare et les disponibilités foncières en fait sont quand même très faibles par rapport à une évolution démographique qui elle va en s'accroissant. On sait que d'ici 2030, on est aujourd'hui à peu près 830 000 Réunionnais, on sera à peu près 1 million en fait d'ici 2030. Ce qui veut dire qu'en projection en fait, de logements, il faut construire d'ici 2030 entre 100 000 et 180 000 logements en fait, supplémentaires à La Réunion, ce qui est déjà très très important. Comment imaginez-vous l'aménagement du territoire à La Réunion dans les prochaines années ? Alors le territoire de La Réunion a des spécificités donc de la ville tropicale durable qui est contrainte en fait et soumise à des risques naturels très forts et à un changement climatique. Donc ça impose en fait d'avoir une réflexion sur ce qu'on appelle de la résilience territoriale, de pouvoir travailler sur des réhabilitations de logements, mais aussi sur des constructions de logements, sur un urbanisme durable. Et ça c'est un projet en fait qui est un projet collectif, qui est partenarial. C'est pas simplement une collectivité qui peut lancer ce projet. L'agence d'urbanisme en est d'ailleurs l'image, mais c'est de pouvoir dire que cette dynamique en fait, de laboratoire d'innovation, mais en même temps de laboratoire envers les habitants, donc dans un principe humaniste, doit être portée collectivement, y compris avec les étudiants, en fait, qui seront bien évidemment les constructeurs de la ville de demain. Et il y a une importance de cohérence des actions publiques.
évidemment. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'articulation est nécessaire pour pouvoir bâtir des projets qui s'articulent tant dans une vision stratégique globale, mais également en termes opérationnels pour pouvoir construire des quartiers de ville, on parlait de l'écocité, complètement dans une vision partagée. Et les Réunionnais sont-ils plus locataires ou propriétaires? Alors, il y a 4 ménages sur 10 en fait, qui sont locataires, ça représente 43%, enfin, ce sont des chiffres de 2013, les plus récents que l'on ait, pour environ plus de 330 000 résidences principales. Donc il y a une part de logement qui est une part de logement social à La Réunion, ça représente à peu près 20% en fait, hein, de ces logements. Donc on a quand même une grande majorité des Réunionnais qui sont propriétaires, 72% en fait, et qui vivent dans des résidences principales, pas en logement collectif. C'est vrai que le logement est une priorité, une difficulté également. Hein. Madame Delphine Dedain nous en parlait. La région, nous avons un département qui est fermé par rapport à cet océan, et pourtant, vous en avez fait une priorité avec 20 000 logements qui vont être réhabilités. Alors d'abord, peut-être rappeler que la compétence logement reste celle de l'État, dans le premier temps, notamment la construction de logements neufs, si l'on parle de logements sociaux et de logements collectifs. Mais dans le même temps, oui, nous avons fait un objectif qui est celui de travailler à la réhabilitation et la rénovation des logements sociaux anciens. Il y a, dans ces logements sociaux aujourd'hui qui ont été construits il y a 20-30 ans de cela, beaucoup trop de Réunionnais qui vivent encore en étant locataires et dans des conditions qui sont parfois encore malheureusement de très mauvaises conditions. Donc la vétusté des logements exige aujourd'hui, de la part de l'ensemble des acteurs publics, une plus grande responsabilité. Et donc nous avons pris l'engagement effectivement d'accompagner l'ensemble des bailleurs sociaux à ce qu'il y ait entre 20 et 25 000 logements qui puissent être, sur les années qui viennent, donc complètement réhabilités et rénovés. Donc ce seront des logements rénovés, réhabilités, neufs pour les personnes qui y habitent aujourd'hui, mais surtout avec la possibilité qui sera offerte donc aux locataires de pouvoir à ce moment-là devenir propriétaires de logement, de pouvoir en faire ou non l'acquisition, mais ça sera un choix personnel à ce moment-là. Et je milite pour que les Réunionnais soient le plus possible propriétaires de leur logement. Et vous y contribuez tous au final sur ce plateau. Je vous remercie pour ce premier plateau sur l'amélioration du quotidien des Réunionnais. Vous êtes sur OTV, la chaîne d'information de la région Réunion. Nous vous présentons le pilier 2 des axes prioritaires de la région Réunion, la deuxième génération des grands chantiers. Et nous allons aborder maintenant le transport durable sur toute l'île avec d'autres invités qui nous ont rejoints. Madame Fabienne Coipel-Soré, conseillère régionale déléguée au déplacement, au transport intermodalité et monorail au schéma d'aménagement régional. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Monsieur Karim Lechlech, directeur transport et déplacement à la région Réunion. Bonjour. Bonjour. Et deux étudiants, M. Quentin Jans et M. Naïm Mahmoud. Vous êtes tous deux étudiants en première année à l'IUT de Saint-Pierre. C'est ça. Nous allons justement aborder un projet que vous avez mené et qui est fort intéressant. Il s'agit de la station de recharge solaire pour vélos et motos électriques. Oui, c'est ça. Alors, nous avons donc l'opportunité cette année, en guise de projet d'étude, de développer un projet innovant et qui s'intègre à la politique de développement durable pour transport propre. Donc il s'agit d'une borne de recharge pour vélo électrique qui fonctionne à énergie solaire. Il s'agit d'une structure en bois, surmontée d'une couverture en bois également, sur lesquelles reposent 6 panneaux solaires de récupération. En lien également avec un futur projet, puisque votre collègue qui vous accompagne, lui, il est en train de réfléchir à un projet cette fois-ci consacré à la voiture électrique. Exactement. Avec un nom bien original et qui pourrait peut-être plaire aux amateurs. Il s'agit de Sarsive. Exactement. Donc, alors, la réalisation du projet se porterait sur une station de recharge pour 2 voitures électriques. Donc, l'énergie serait apportée donc par des panneaux photovoltaïques. Il faut aussi savoir que cette station de recharge est totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas reliée au réseau électrique de l'île, ce qui offrira donc aux enseignants comme aux étudiants la possibilité de pouvoir recharger leur voiture électrique au sein de l'IUT même, sur le parking de l'IUT, et cela de manière gratuite. Et cela montre aussi donc la réelle intention de l'IUT ainsi que de l'Université de La Réunion d'agir pour répondre justement à la problématique du transport durable à La Réunion.
Je redonne quand même le sigle de Sarcive. Il s'agit de la station autonome de recharge solaire pour l'indépendance et la valorisation de l'environnement. Et c'est un projet qui vous parle aussi, Monsieur Karim Lachèche. Oui, tout à fait, puisque je rebondis sur ces propos qui me semblent tout à fait intéressants. C'est des initiatives qui est magnifique, puisque la région Réunion vient effectivement de délibérer en commission permanente pour le lancement de 2 études, donc l'une sur le développement de la mobilité électrique et le développement des bornes de recharge, de façon à établir un modèle économique fiable sur le développement de cette mobilité électrique. Et une deuxième étude qui est un peu plus originale, qui consiste à voir comment développer les biocarburants à l'île de la Réunion, notamment à partir de la filière canne, et histoire de produire un carburant propre et de réduire les importations de carburants fossiles. Et où en est-on dans ce projet Alors, ce sont des études qui font suite à une étude préliminaire plus globale qui avait été réalisée en 2015. Et donc là, on va commencer, d'ici la fin de cette année, à approfondir les recherches dans ce domaine. Sentez-vous, parmi cette nouvelle génération, une prise de conscience chez les jeunes pour le transport durable ? Oui, personnellement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se pencher sur ce genre d'études, car on voit qu'on apprend en parallèle des ambitions de la région Réunion, qui est de développer donc, les transports en commun propres. Donc on voit qu'au terme de notre formation, on aura un secteur professionnel très intéressant, car nous sommes formés en adéquation avec ce qui va se passer dans l'avenir. On sait qu'à La Réunion, la voiture a une place primordiale, mais avec ces projets, les vélos électriques auront peut-être leur place. Est-ce que justement, dans votre entourage, on commence à utiliser ce mode de transport ? Oui, justement, le fait d'étudier ce genre de bande de recharge va permettre aux Réunionnais donc, de pouvoir d'être incités à utiliser des vélos électriques en implantant partout. Ce serait très favorable, on va dire, à l'utilisation des vélos électriques à La Réunion, c'est évident. Quand on parle transport durable, on peut également parler de TCSP de Saint-Pierre, celui qui est l'un des plus avancés. Oui, tout à fait. Effectivement, celui de Saint-Pierre, donc, qui a été réalisé par la Civis, c'est un des projets les plus avancés, les plus aboutis, puisque on arrive maintenant pratiquement à la fin de la concrétisation de toute l'entrée ouest de Saint-Pierre, donc depuis Pierrefonds, en passant par le secteur de Ravine-Blanche, jusqu'à desservir le centre-ville de Saint-Pierre et rejoindre leur pôle d'échange, donc au niveau du centre-ville. Mais donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre lorsqu'on parle de transport en commun en site propre, c'est la problématique de réseau, et notamment donc le maillage qui est nécessaire entre les sites de transport en commun en site propre en mode urbain, donc tel que l'a fait la Civis, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, et de le relier donc avec les actions de la région que la région est en train de réaliser sur son réseau routier. Et notamment, je pense donc à 2 projets très importants. L'un dans l'Est via l'aménagement de l'ensemble des bandes d'arrêt d'urgence, donc les fameuses bandes que l'on voit à droite lorsqu'on circule, donc qui seraient affectées au transport en commun. Donc on espère faire un secteur qui irait depuis Sainte-Suzanne jusqu'à l'entrée est de Saint-Denis assez rapidement, et de l'autre côté, donc côté ouest, donc en affectant la voie lente du viaduc du Bernica, pouvoir amener donc les transports en commun là aussi donc via un site propre jusqu'à la gare routière de Saint-Paul, puis les faire cheminer donc via la chaussée royale sur une partie en site propre, et enfin donc prolonger la liaison donc qui va de Cambrai, donc en gros du cinéma de Cambrai, jusqu'au port, donc via l'axe mixte, et donc ainsi pouvoir permettre aux bus d'échapper à l'ensemble des embouteillages qui sont récurrents en heure de pointe du matin ou en heure de pointe du soir dans le secteur ouest. Et vous avez récemment inauguré la 5e aire de covoiturage à l'étang Salé, qui vient en complément de ceux de l'Hermitage, du barrage de l'Éperon et aussi des Colimaçons. Les Réunionnais sont-ils des utilisateurs réguliers de ces espaces dédiés ? Oui, tout à fait. Donc ces aires de covoiturage ont un fort succès, puisque à peine livrées, on constate qu'elles sont remplies à plus de 70 ou 80%. Donc on continue notre effort et on travaille actuellement effectivement pour livrer une 2e aire de covoiturage à l'étang Salé. On livrait une sur le secteur du Portail à Saint-Leu, entre la station-service et Gamme Vert, et dans l'Est à livrer donc une aire de covoiturage sur l'aire de la Marine, donc près de l'échangeur de la Marine à Sainte-Suzanne. Et on va commencer d'ici la fin de l'année donc les travaux au niveau du pôle d'échange du parc près de l'aéroport. Nous allons écouter maintenant cette covoitureuse.
pourquoi avoir choisi le covoiturage? Donc c'est assez simple en fait, hein, parce que on sait très bien qu'une voiture ça consomme énormément, donc ça nous permet de faire des économies tout d'abord, et bien sûr ça nous permet aussi d'avoir des moments conviviaux. Je ne vais pas mentir, hein, 40 € pour une semaine et demie, 2 semaines avant, et là on est à 40 € mais pour le mois quand même. Donc ça vraiment économique, ça nous change la vie, ça nous permet de faire autre chose, hein, ça change le quotidien parce qu'on passe plus de temps avec notre famille, on peut faire plus de week-ends. Avant, on est tout seul dans notre voiture, on se déplace, comme elle l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup d'embouteillages. Donc on est fatigué, on n'a pas forcément envie de sortir le week-end. Donc là, le fait de partager, on va dire, ces moments un peu difficiles, entre guillemets, ça nous permet de sortir plus souvent le week-end, de créer une amitié. Nous, déjà, tous les soirs, on va courir. Ça nous permet aussi de faire du jogging, hein. Donc le covoiturage, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, quoi qu'il arrive. Et je pense que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait que vous-même, en tant que spectateur, le téléspectateur même, que vous vous mettiez à covoiturer. Amitié, économie, une meilleure vie de famille, donc quoi de mieux? Il n'y a donc que du positif dans le covoiturage, on vient de le voir. Madame Fabienne Coipel-Sauré, vous êtes conseillère régionale déléguée au déplacement au transport intermodalité et monorail et au schéma d'aménagement régional pour permettre une meilleure circulation des Réunionnais sur le réseau de l'île. Le projet de monorail a été évoqué. Alors, je voudrais tout d'abord remercier ces jeunes étudiants et ces jeunes covoitureuses qui participent réellement au développement de leur île. Nous, les élus, nous avons un devoir, le devoir de répondre aux attentes de la population. Nous fixons des grandes orientations stratégiques et je vois que ces jeunes s'en sont complètement imprégnés puisqu'à partir de ces grandes idées, ils ont formulé un projet concret qui pourrait voir le jour et être opérationnel. Donc je dis bravo, et ces jeunes covoitureuses, elles donnent l'exemple aussi. Donc vous voyez, ce travail, c'est un travail partenarial, c'est un travail d'acteurs. Il y a les acteurs publics, mais il y a également les acteurs de la société civile, le monde associatif, et c'est ensemble que nous bâtissons, que nous élaborons ce vrai schéma de cohérence pour développer un transport durable à La Réunion et des modes de déplacement qui s'inscrivent vraiment dans une chaîne complète. Il n'y a pas un mode de déplacement, mais il y a plusieurs modes de déplacement. Vous en avez déjà évoqué à travers le Transeco Express, donc le transport en commun en site propre des projets de Saint-Pierre. Le vélo a été évoqué et le vélo à assistance électrique, et vous savez que je suis une adepte du VAE. Nous avons également évoqué le covoiturage qui est de plus en plus utilisé sur notre territoire, et nous avons d'autres projets particulièrement innovants. Je veux parler bien sûr du monorail et du transport par câble. Un mot sur le monorail parce que c'est une idée fantastique. Plus nous travaillons avec la direction des transports et des déplacements et la direction des routes à la région Réunion, et plus nous comprenons que ce projet de monorail serait une vraie réponse à la congestion. Il s'inscrit dans le réseau régional de transport guidé, qui a d'ailleurs été présenté hier lors d'un comité de pilotage qui a rassemblé beaucoup d'élus, beaucoup d'agents des collectivités. Nous avons pu donc définir le tracé de ce réseau régional de transport guidé qui ferait 150 km et sur lequel il y aurait environ une trentaine de stations. C'est un transport qui se veut rapide, qui se veut express et qui viendra, ce sera la colonne vertébrale des autres modes de transport en commun qui viendront s'articuler sur ce réseau armature. Et le projet de monorail s'inscrit parfaitement dans cet ensemble réseau régional de transport guidé et se focalise surtout sur la région Est. Nous avons à cœur de participer au rééquilibrage aussi de l'aménagement de notre territoire. Nous savons qu'il y a plus de 90 000 voitures qui rentrent à Saint-Denis par le côté Est. Nous avons donc un devoir de prioriser des actions sur l'est de l'île. Donc nous allons lancer les études et d'ailleurs l'appel d'offres a été publié, des études donc pour ce monorail qui partirait de Saint-Benoît pour arriver jusqu'à l'entrée est de Saint-Denis, qui traverserait Saint-Denis pour rejoindre le futur pôle d'échange de Bertin à Belle-Pierre. Ce monorail répond aux attentes parce qu'il nous permet de dépasser les contraintes de foncier. Vous savez que nous sommes sur un territoire contraint. Chaque fois qu'on parle d'aménagement, on sait qu'on va empiéter sur du foncier. Donc l'avantage de ce monorail sur ce secteur
est, c'est qu'il longerait la route nationale, donc c'est du foncier région qui appartient déjà à la région. Les emprises foncières au sol vont entre 4 et 6 mètres pour donc monter les pylônes, les piliers, qui seront amenés à recevoir un rail central pour permettre à un véhicule de circuler à une vitesse tout à fait intéressante. Donc nous envisageons de travailler en rythme accéléré pour que ces études soient terminées le plus rapidement possible, qu'on puisse se fixer sur un mode de véhicule, sur les premiers tronçons aussi à réaliser en fonction des résultats de l'enquête Grand Territoire, Ménage et Déplacement qui est menée aujourd'hui par le syndicat mixte de transport de la Réunion, qui, je vous le rappelle, réunit l'ensemble des autorités organisatrices de transport. La région reste chef de file et coordinateur de toute la politique de transport et déplacement, mais elle ne fait rien seule. Elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ses partenaires et bien entendu les intercommunalités et le conseil départemental. Donc vous voyez, c'est ensemble que nous bâtissons ce transport public réunionnais. Et la région a lancé également une étude de faisabilité du transport par câble. Nous avons lancé 2 études du transport par câble. Autant pour moi. C'était l'État qui avait pris l'initiative il y a quelques années d'identifier partout sur l'île des sites qui pourraient accueillir du transport par câble comme mode de déplacement. Et nous avons, nous, à la région, décidé de lancer 2 études, donc au départ de Salazie, pour pouvoir envisager la création d'un transport par câble au départ de Salazie, et un autre au départ de Cilaos. Alors, nous avons une restitution hier, lors de 2 comités de pilotage, de la première phase de ces études. Nous avons défini des tracés de référence sur lesquels nous allons beaucoup plus travailler. Il est évident que nous avons là encore le devoir de répondre aux attentes des Salasiens et des habitants de Cilaos qui vivent aujourd'hui, qui empruntent 2 routes, une route départementale pour Salazie et une route nationale régionale pour Cilaos, 2 routes qui sont soumises à de nombreux aléas, des risques naturels importants. Donc nous avons le devoir de mettre en place des solutions alternatives. Maintenant, il y a des contraintes environnementales qui sont très très importantes. C'est pour ça que nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les services de l'État. Merci à tous pour votre contribution de chaque jour et puis également pour ces étudiants. Je vous souhaite écoutez, de réussir votre projet pleinement. Nous allons aborder dans quelques instants, cette fois-ci, les grands chantiers, les chantiers routiers qui nous concernent tous. Restez avec nous. Vous êtes sur OTB, la chaîne d'information régionale de la région Réunion. Après avoir abordé l'emploi, le logement, l'aménagement ou encore le transport durable, nous accueillons de nouveaux invités pour le volet chantier routier du pilier 2 des priorités de la région. Avancement de la nouvelle route du littoral, modernisation du réseau routier. Le détail maintenant avec vous. Monsieur Nicolas Morbet, vous êtes le directeur général adjoint des grands chantiers transport, déplacement. Bonjour. Oui, bonjour Dominique. Monsieur Vincent Savigny, vous êtes agent en charge de la formation et de l'emploi au sein de la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Djeya Kadivel-Petiaï, étudiante ingénieure en BTP. Bonjour. Oui, bonjour. Et monsieur Dominique Fournel, vous êtes le conseiller régional délégué au Grand Chantier. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas Morbet, le réseau routier de La Réunion est très emprunté, on le sait chaque jour, et qui évolue en lien avec le nombre d'usagers croissant. La région se doit donc d'être visionnaire et poursuit la modernisation du réseau à travers de nombreux chantiers. Voilà, donc la région est responsable du réseau routier national à La Réunion. Ce réseau routier national, c'est à peu près 400 km de route, dont à peu près la moitié en 2 fois 2 voies, le réseau, l'épine dorsale du réseau routier réunionnais. Donc elle est chargée à la fois, effectivement, comme vous l'avez dit, de le moderniser, mais aussi d'assurer son entretien, son exploitation, et aussi donc d'informer les usagers sur les conditions de circulation sur ce réseau. Et vous avez justement, la direction régionale des routes dispose d'un centre opérationnel 24 heures sur 24 pour la gestion des événements sur le réseau routier national qui est le CRGT. Voilà, donc le Centre réunionnais de gestion du trafic, CRGT,
C'est 16 agents au sein de la direction des routes, qui en comportent à peu près 300, qui sont effectivement, on va dire, vraiment le poste de commandement de tout ce qui est gestion du trafic, information des usagers en temps réel sur les incidents sur le réseau, sur les conditions de circulation. Et c'est aussi notre poste de commandement en gestion de crise, quand par exemple on a une alerte rouge ou une route coupée, puisqu'on gère aussi des routes à risque, comme la route du littoral, la route de Cilaos, la RN2 à Saint-Philippe sur Basse-Vallée. Donc c'est un élément très important pour informer en temps réel les usagers des conditions de circulation. Étant sur une île où la pluie joue un peu les troubles faits, le calendrier de suppression des radiers sur le réseau national suit son cours avec la récente mise en service de l'ouvrage de la Ravine Blanche au Tampon ou celui de Takamaka à Saint-Philippe, dans la livraison prochaine également de celui de Sainte-Suzanne. Voilà, alors quand on parle effectivement de moderniser le réseau, on a un réseau armature à 2 fois 2 voies, mais il n'y a pas que ce réseau-là, et on a aussi un réseau sur lequel subsistait un certain nombre de radiers. Vous avez cité Ravine Blanche, Takamaka, donc sur les RN2, RN3. Donc ils ont été récemment résorbés. On doit, sur la RN 2001 à Saint-Louis, également résorber le radier dit du Gol. Et est en cours de travaux également la résorption du radier de Sainte-Suzanne, avec la construction d'un nouveau pont qui devrait être livré à la mi-année également. Donc on va dire tous ces points durs du réseau routier national qui sont en cours de suppression, plus d'autres petits points singuliers qui ne sont pas de la suppression des radiers, mais des ponts qui étaient à sens unique, à voie unique, en particulier dans l'Est, du côté de Sainte-Rose, Saint-Benoît, qui vont aussi être élargis et passer à deux voies pour le confort des usagers. Donc on a le pont des Orangers, par exemple, qui est en cours de travaux actuellement. À Sainte-Anne. Sainte-Anne, les Orangers, voilà. Quelles sont les grandes prochaines étapes des grands chantiers routiers ? Alors les grands chantiers routiers, M. Fournel en parlera tout à l'heure, il y a notamment la nouvelle route du littoral qui est la grosse opération sur le réseau routier, mais on a également effectivement la responsabilité à la fois de la conduite des opérations, des études, des procédures sur beaucoup d'autres routes. Donc on a notamment la route nationale 3 entre Saint-Pierre et Saint-Benoît, la route des Géraniums qui doit également être aménagée, donc sur laquelle va être engagé, compte tenu de l'importance du projet, un débat public. On aura également une grosse opération qui doit faire l'objet également de concertation, c'est tout l'aménagement à Saint-Louis entre la route nationale 1 et Cilaos, dont le volet sécurisation de la route nationale 5. On a également en portefeuille le pont de la rivière des Galets, puisqu'on est sur un pont métallique qui est assez ancien et sur lesquels il y a des risques d'affouillement des appuis dans le lit de la rivière des Galets. Un nouveau pont à 4 voies doit être construit entre Saint-Paul et le port. Donc c'est un appel d'offres qui va être lancé incessamment sous peu pour des travaux qui doivent démarrer début 2017 au sortir de la saison cyclonique pour durer de l'ordre de 3 ans de chantier. Monsieur Dominique Fournel, on en parlait avec Monsieur Morbet, la nouvelle route du littoral est l'un des projets, si ce n'est le projet phare de cette deuxième génération des grands chantiers. L'arrivée récente de la méga barge Zurich est une nouvelle étape dans l'avancement de cette nouvelle route du littoral. Oui, absolument. Si vous voulez, reprenons la route du littoral. Qu'est-ce que c'est la nouvelle route du littoral? C'est un ouvrage en mer de 12 km, en gros avec 6 km en digue et 6 km en viaduc. Aujourd'hui, on voit essentiellement, les travaux que vous pouvez voir sur le site sont essentiellement ceux des digues. S'agissant du viaduc, il fallait attendre effectivement l'arrivée de Zurich. Pourquoi Zurich? Parce que Zurich est une barge, est un navire énorme qui peut se positionner sur 8 pattes. C'est pour ça la ressemblance avec la Zurich et ses tentacules. Zurich va donc permettre d'installer les 48 piles du grand viaduc entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. 48 piles à raison de 2 poses de piles par mois. Donc 24 mois pour poser les piles. Quand on aura fini de poser les piles, on n'aura pas fini pour autant le viaduc. Il faudra à ce moment-là poser ce qu'on appelle des voussoirs entre chacune de ces piles. Là aussi, ce sera un travail très important qui sera
fait à partir d'une poutre de lancement, un autre ouvrage métallique très conséquent qui va être mis en place assez rapidement et qui permettra à l'avancement et au fur et à mesure de réaliser donc la mise en place de tous ces voussoirs entre les piles. Tout ça pour dire que cette partie viaduc qui n'est pas visible actuellement lorsqu'on se promène sur le chantier longe la route du littoral actuelle, mais qui est déjà en préfabrication lourde, des installations très importantes à l'arrière du port est de Saint-Denis. La pose de la première pile devrait intervenir entre le 15 et fin juillet. Zurich est là, Zurich est en préparation, il y a des manœuvres importantes à faire. C'est un navire qui fait 100 mètres de long par 44 mètres de large, qui est susceptible de porter des éléments béton préfabriqués allant jusqu'à près de 5000 tonnes, 4800 tonnes exactement. Et vous comprenez qu'il y a toute une phase de préparation avant d'aller installer la première pile. Les éléments de pile qui seront mis en place faisant à peu près, suivant la hauteur d'eau à l'endroit où on les pose, faisant à peu près entre 2500 et 3000 tonnes. Et la région, dans ce projet, s'est rapprochée logiquement des deux communes situées à chaque extrémité de la nouvelle route du littoral, à savoir Saint-Denis et La Possession, pour une réflexion partagée, une cohérence avec les entrées de ces villes respectives. Absolument, parce qu'il était absolument nécessaire, si vous voulez, d'assurer à la fois le raccordement de la nouvelle route du littoral, à la fois côté Possession et côté Saint-Denis. Pour cela, des protocoles ont été signés depuis assez longtemps déjà avec la mairie de La Possession, par exemple, et également avec la mairie de Saint-Denis, protocole qui a été signé il y a une dizaine de jours et qui consiste à voir de quelle façon les villes concernées et la région par rapport à la route du littoral s'assurent sur le bon raccordement de la route du littoral sur leurs communes respectives. C'est ainsi que sur Saint-Denis, par exemple, vous avez dû en entendre parler, on est en plein dans le projet NEO d'entrée de ville de Saint-Denis, qui permettra donc un raccordement de la nouvelle route du littoral sur le centre-ville de Saint-Denis, sur le Barachois, en reprenant le projet souhaité par la ville de Saint-Denis. Nous allons retrouver ce portrait de Lionel Ramin, un jeune ingénieur sur la nouvelle route du littoral. Avant d'arriver sur ce chantier, je travaillais tout d'abord chez SBTPC, puis chez SEBD, une PME locale, en bâtiment et en tout corps d'État. J'avais postulé, j'avais déposé mon CV donc l'année dernière à la région, par le service de la région qui s'occupait des recrutements locaux. Et on m'a contacté il y a 3 mois maintenant pour un poste en logistique ici. Moi j'ai bien réagi parce que ce projet m'intéressait au plus haut point. Et puis je voulais travailler sur ce projet. Ensuite le poste en lui-même était intéressant, il me permettait de voir autre chose de ce que je faisais déjà et compléter un peu ma formation dans le monde du bâtiment. Même si j'ai 25 ans, j'ai quand même déjà 4 ans d'expérience dans divers domaines et j'ai pu toucher à beaucoup de choses et avoir pas mal de responsabilités jusqu'ici. Donc non, ça ne me fait pas peur de travailler sur ce projet. Je le vois très intéressant, très formateur aussi. C'est très rare d'avoir un chantier d'une telle ampleur et encore plus une chance de l'avoir sur l'île de la Réunion et de pouvoir travailler sur un tel chantier chez moi. Oui, effectivement, un tremplin, puisque derrière ce projet, il y a beaucoup de grands groupes internationaux. Donc travailler sur ce projet et faire du bon travail, c'est forcément être reconnu dans ces groupes. Alors je suis cadre travaux logistiques à quai. Donc je vais m'occuper à travailler et à aider à la logistique pour tout ce qui est déchargement, chargement en matériel et aussi pour le personnel des navires qui vont être en fonction sur le viaduc du littoral. Monsieur Vincent Savigny, vous êtes en charge de la formation et de l'emploi à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous travaillez étroitement avec la région Réunion dans la mise en place de formations spécifiques. Tout à fait. Il faut savoir que la collectivité a engagé 3 programmes de formation spécifiques à la construction donc, de la nouvelle route du littoral pour un peu plus de 8,7 millions d'euros. Donc ces programmes de formation effectivement ont vu la mise en œuvre d'actions spécifiques telles que les formations de scaphandriers, de conducteurs de travaux. Donc ce sont des formations qui ne sont pas régulièrement mises en œuvre sur le territoire. Donc la construction de la nouvelle route du littoral a permis justement de mettre en œuvre ces programmes de formation.
Et comment les jeunes perçoivent ce genre de métier, puisque scaphandrier, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça à La Réunion. Globalement, il y a eu tout un engouement, notamment au niveau du recrutement, sur ces formations. Et effectivement, on constate que ça crée justement de l'émulation auprès des jeunes qui sont en formation pour travailler sur le chantier de la nouvelle route du littoral notamment. Y a-t-il un cadre particulier par rapport à ce chantier de la nouvelle route du littoral? Est-ce que les formations sont orientées différemment ou est-ce qu'on est vraiment dans un cadre habituel de travail? Alors, il faut savoir que globalement, le chantier de la nouvelle route du littoral a donné lieu à la mise en œuvre d'une cellule objectif emploi grand projet qui a véritablement la mission de suivre les besoins de chantier et pouvoir adapter au mieux les besoins de formation pour pouvoir justement favoriser la formation et donc l'intégration des Réunionnais sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Est-ce qu'on va devoir embaucher encore des gens jusqu'à la fin de ce chantier? Est-ce qu'il y a encore des places de disponibles? Tout à fait. Il faut savoir que la cellule Objectif Emploi Grand Projet travaille avec les groupements justement à identifier les besoins en emploi. Il faut savoir qu'avec l'arrivée de la barge notamment, il y aura un besoin donc, de formation et en emploi sur les coffreurs ferrailleurs et sur les personnels donc, marins. Donc globalement, il y aura effectivement des besoins tout au long du chantier sur des métiers très différents en fonction du phasage du chantier. Est-ce qu'on a un volume de personnel travaillant actuellement ou devant travailler à son maximum sur le chantier de la nouvelle route du littoral? Il faut savoir qu'actuellement, il y a entre 1500 à 1700 personnes qui travaillent sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Et donc ce sont des moyennes sur toute la durée du chantier. Il est bien évident que les pics seront atteints vers 2017. Si on nous regarde là et qu'on souhaiterait candidater pour travailler sur la nouvelle route du littoral, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors c'est assez simple en fait, il suffit d'aller voir son conseiller Pôle emploi ou mission locale et dire que vous êtes intéressé pour une formation sur la nouvelle route du littoral ou pour entrer directement en emploi sur la nouvelle route du littoral. Votre conseiller donc prendra contact avec la cellule Objectif Emploi Grand Projet qui suit les chantiers globalement. Mademoiselle Djeya Kadivel-Petiaye, vous êtes étudiante ingénieure en BTP au CESI, à l'école d'ingénieurs de la Chambre de commerce. Cette nouvelle route du littoral, je crois que ça vous parle. Oui, en effet. En fait, c'est une ouverture vers le monde, notamment pour les Réunionnais, d'être vus justement. Et aussi le fait d'utiliser des méthodes innovantes pour nous, quand même, c'est vraiment d'être vus. Donc c'est des moyens humains et matériels uniques au monde qu'il faut mettre en avant et qui est pour nous quand même exceptionnel. Vous avez déjà fait une visite de la nouvelle route du littoral, votre ressenti? Dans notre visite, c'était vraiment la première partie du chantier en digue, donc de la possession. Et oui, c'est un projet hors norme. On voit que la phase préparation de chantier, c'est vraiment un chantier en lui-même. Donc voilà. Monsieur Fournel, tout à l'heure, nous discutions de ces ingénieurs femmes qui sont maintenant dans le BTP. Et ça, c'est motivant. Et ça fait plaisir toujours de voir une mixité comme ça. Je me réjouis de voir que de plus en plus de jeunes femmes embrassent ce métier d'ingénieur. Je suis moi-même ingénieur aussi en bâtiment et travaux publics. Et lorsque j'ai fait mes études, les femmes ingénieurs on les comptait sur les doigts de la main, en tout cas dans la promotion dans laquelle j'étais. Et c'est avec plaisir que je vois aujourd'hui, par exemple, à l'école de la Chambre de commerce, que de jeunes femmes veuillent s'orienter dans cette voie du bâtiment et des travaux publics. Tant il est vrai que c'est une branche très intéressante et qui, à mon avis, permettra de toujours donner du travail. On a pu parler tout à l'heure dans un autre plateau du nombre de logements à faire. On a cité le chiffre de 120 000 ou 150 000 logements à faire d'ici une vingtaine d'années. Vous voyez ce que ça peut représenter. Monsieur Morbet a sûrement dans ses cartons des tas de kilomètres de routes à réaménager, à refaire. Donc on voit que c'est vraiment là quelque chose d'intéressant d'avoir de jeunes femmes ingénieurs dans ces formations et notamment dans ces deux écoles d'ingénieurs basées à La Réunion. Et pour vous, mademoiselle Kadivel-Petiaye, quels seraient vos débouchés, votre coup de cœur, on va dire, dans ce métier? Moi, je suis actuellement dans une entreprise de travaux publics, donc dans de l'enrobé. J'ai aussi enrobé. Et à présent, je suis
sur les innovations et les grands projets de cette entreprise-là. Donc, elle compte m'employer au terme de ma formation d'ingénieur. Donc, c'est vraiment une opportunité. Cette formation-là nous a permis d'avoir un tremplin dans le monde actif. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette émission dédiée à la deuxième génération des grands chantiers. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.otv.re et notre page Facebook OTV Regardez la Réunion.